La conférence est sur ce thème tout simplement parce que, bien évidemment, on fait le constat que le commerce est à un tournant décisif aujourd'hui. Ça ne fait aucun doute. Et la question que nous nous sommes posée chez Ginger, c'est de savoir où en sont les enseignes, les distributeurs, justement par rapport à cette évolution du commerce. Comment les distributeurs voient cette évolution, quelles sont les stratégies qui vont se mettre en place. Pour mener cette analyse, nous avons mis en place un observatoire qui s'appelle Future Retail, dont nous allons vous livrer les premières tendances aujourd'hui. Je tiens à préciser que cette enquête est encore en cours. Nous cherchons à avoir le maximum d'enseignes qui participent à l'enquête. Les résultats seront définitivement disponibles à la fin du mois d'avril. Cette enquête a été menée en fait auprès de responsables d'enseignes, directeurs retail et directeurs e-commerce. Elle a touché non seulement les enseignes spécialisées, mais également la GSA et également les foncières. Donc c'est un périmètre assez large de la distribution avec un focus sur la question du point de vente. Alors pour parler de ce sujet aujourd'hui, je vous présente ou je ne vous présente plus, je ne sais pas, c'est selon, Jean-Marc Ménien. Jean-Marc est directeur général de Shoppermind, qui est une entité du groupe Altavia. Jean-Marc est également très connu pour son blog qui s'appelle Le Furet du Retail, qui est une source intarissable de veille, de conseils, de points de vue assez tranchés parfois sur le commerce. C'est l'avantage d'un blog, c'est qu'effectivement, on peut se permettre d'avoir un avis un peu avancé. Donc oui, et indépendamment donc, de mon rôle chez Shoppermind, on s'est aussi inspiré d'une étude que Shoppermind a lancée avec Ginger et que vous pourrez trouver très prochainement sur shopping de crise ou crise du shopping. Sachant qu'on avait cette volonté au travers de cette étude qui sera, on va dire, les délivrables seront fin avril également, donc ça viendra conjointement au futur du retail. Il y a incontestablement une évolution du commerce et qu'il ne faudrait pas se tromper de débat. La crise financière est peut-être un arbre qui cache une forêt énorme. Et donc, il faut arriver à discerner ce qui est vraiment lié à la crise, on va dire. Donc, shopping de crise, hein, les gens, voilà, il y a une crise financière, donc achètent moins. Mais d'un autre côté, il faut aussi arriver à discerner que derrière cette crise liée au budget des foyers, il y a une crise de défiance, un manque de confiance, enfin, il y a une crise du commerce. Et donc, c'est ce que va essayer de donner cette étude également. Voilà, et donc je me présente. Je suis Valérie Alas-Luquetas. Je suis la fondatrice et la directrice générale de Ginger. Ginger, c'est un institut d'études marketing. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille activement sur les questions du commerce, initialement avec une première étude qui s'appelle Smart Shopping et de nouvelles initiatives que nous avons lancées, donc l'observatoire Future Retail. Je rentre maintenant dans les ingrédients de notre conférence et qu'est-ce qui nous a permis de composer et de vous apporter ces éléments, ces éclairages aujourd'hui. En fait, on s'est abreuvé à 3 sources. D'une part, on s'est basé sur les résultats intermédiaires de l'enquête auprès des retailers, donc Future Retail. Cette enquête va ponctuellement, cette présentation va être ponctuellement illustrée de chiffres issus de notre étude Smart Shopping sur le comportement cross-canal des consommateurs. Et puis le tout saupoudré des conseils, de la vision et des perspectives apportées par Jean-Marc au travers de son travail chez Shoppermind et Le Furet du Retail. Alors, le déroulé de notre sujet aujourd'hui sera le suivant. Tout d'abord, on va poser quels sont les éléments de diagnostic faits par les retailers à court terme et à moyen terme, comment ils perçoivent et comment ils positionnent l'évolution de leur business. Ensuite, on parlera des menaces qui sont identifiées par les distributeurs avant de basculer sur les stratégies envisagées. Et enfin, faire un focus, parce que c'est bien l'endroit pour en parler, sur le digital in-store et sur le cross-canal de manière plus globale. Voici le menu du jour. Pardon, c'est l'heure de déjeuner, mais pour l'instant, ça sera votre seule nourriture. Alors, les prévisions 2013-2014. Nous avons donc demandé aux distributeurs quelles étaient leurs perspectives à moyen terme, court et moyen terme. Eh bien, leur perspective, vous vous en doutez, c'est plutôt
soit une baisse, soit la stabilité du chiffre d'affaires, sachant que cet état général masque une forte hétérogénéité entre la situation du site web et du site marchand. En général, et tous prévoient une augmentation de leur chiffre d'affaires sur ce canal, tandis que l'évolution à moyen terme est perçue comme négative en ce qui concerne les magasins de centre-ville, mais surtout des perspectives assez négatives sur l'évolution du chiffre d'affaires en centre commercial. Tu vois quelque chose à dire, Jean-Marc? 2 chiffres qui sortent de notre étude de crise, c'est quand on pose la question est-ce que vous achetez plus souvent en magasin qu'avant, 4% répondent plus qu'avant et 41% répondent moins qu'avant. Donc ça, c'est effectivement déjà un point important. Le deuxième, c'est une deuxième question qui était posée, c'est faire du shopping en centre-ville. 3% plus qu'avant et 52% moins qu'avant. Ce qui est un petit peu antinomique avec la poussée qu'on sent quand même dans le commerce de proximité. Et je dirais que là, on voit d'ailleurs aux États-Unis qu'il y a des facteurs qui influent directement sur une défréquentation, on va dire, des grandes surfaces. C'est notamment le prix de l'essence. On commence vraiment à le sentir. Et donc, c'est assez étonnant que pour l'instant, ces décideurs disent que faire du shopping en centre-ville, alors il y a la notion de centre-ville qui est peut-être pas tout à fait la notion de proximité, c'est vrai que on pourra regarder plus précisément, mais en tout cas, on voit clairement que le déplacement devient un poids important. Après, il y a un phénomène qu'on voit et qui impacte le commerce, c'est le côté désintermédiation. Et donc là aussi, c'est clair que sur la partie fréquentation, ça peut intervenir, chercher moins d'intermédiaires, mais on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Alors, poursuivons avec les menaces identifiées par les distributeurs. En effet, quel est le paysage vu par les distributeurs aujourd'hui? Eh bien, c'est un paysage plein de menaces aujourd'hui. Les menaces sont assez bien cernées et assez bien identifiées par les distributeurs. Il y a tout d'abord, alibi ou non, en tout cas ça pèse quand même énormément, le pouvoir d'achat des Français qui est en berne aujourd'hui, qui est une première menace largement identifiée et citée, je tiens à le dire précisément, spontanément par les distributeurs. Également la croissance du e-commerce qui, lui, est florissant. Également, les distributeurs pointent du doigt la tendance à la désintermédiation, c'est-à-dire le fait que les consommateurs décident de se passer à un moment ou un autre du distributeur, soit parce qu'ils achètent directement sur le Bon Coin par exemple, ou l'achat direct distributeur. En tout cas, les retailers ont le sentiment que cette tendance pèse de plus en plus lourd dans leur business. Et puis, ils sont nombreux aussi à pointer du doigt la menace que représente Amazon. Pour illustrer quelques-uns de ces éléments apportés par les distributeurs, je voulais vous préciser quelques chiffres précisément issus de l'étude crise que nous avons menée avec Shoppermind. On a vu, là ça va concerner le pouvoir d'achat, on a vu dans cette étude que 73% des Français se sentent très exposés ou assez exposés à la crise. Ils sont notamment 30% à se dire directement concernés et très exposés à la crise aujourd'hui. On voit également que 43% des Français 43% disent depuis avoir subi une baisse de leurs revenus depuis 2011 et 39% s'attendent à une baisse de leurs revenus dans les 2 années qui viennent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière ces chiffres, on a essayé justement dans notre étude de crise de sortir des CSP. C'est-à-dire qu'arriver à raisonner, les gens ne se sentent pas forcément concernés par la crise parce qu'ils ont des hauts revenus ou des bas revenus. C'est-à-dire qu'on est sorti justement des structures classiques tout en gardant les quotas bien entendu, mais les focus consommateurs qu'on a fait là dans l'étude crise, c'était vraiment comment est-ce qu'on se sent concerné ou directement attaqué par la crise. Et c'est là où c'est d'autant plus important, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on ne se sent pas concerné par la crise. Et donc le fait de se sentir concerné pour la crise a bien entendu une influence immédiate sur le pouvoir d'achat, avec notamment la désintermédiation. C'est-à-dire que le commerce aujourd'hui, ou les commerçants, alors les commerçants sont jugés comme un intermédiaire, et les intermédiaires sont finalement jugés comme des facteurs inflationnistes. Facteur inflationniste à 2 niveaux, c'est la perte de confiance, bon, on le sait, qui n'est pas spécifique au commerce, hein.
On le voit aujourd'hui dans la politique, avec ce qui est arrivé hier, c'est pas fini. Mais il y a cette perte de confiance. Donc du coup, de reprendre un pouvoir direct avec les producteurs, notamment avec les AMAP et autres, est un système que le consommateur privilégie. Et en plus, c'est pour lui une économie aussi financière. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait intéressant dans cette désintermédiation. Néanmoins, c'est encore un petit peu qui va se grappiller dans le chiffre d'affaires des commerçants qui est, lui, déjà en train de baisser, on va dire. Alors, au-delà de ces menaces qui sont pointées du doigt par les distributeurs, il y a quelques voix au fond de la salle, pas ici, mais chez les distributeurs, qui se font entendre pour dire aussi c'est notre immobilisme qui fait partie des principales menaces pour le commerce aujourd'hui. Je propose justement qu'on aille voir où en est l'organisation des retailers aujourd'hui, quels sont les virages, les stratégies qui sont prises. Alors, une question également que nous avons souhaité poser, c'est savoir jusqu'où les distributeurs imaginent que le e-commerce pourra aller en termes de part de marché, c'est-à-dire pour chacun dans son secteur, jusqu'où le e-commerce pourrait prendre la place sur le marché. Ici, la plupart des distributeurs se sont positionnés soit autour de 5-10%. Certains sont allés jusqu'à imaginer que le e-commerce représentera 25 à 30% de part de marché quand il sera à maturité. Et par rapport à ces éléments, je voulais justement pointer du doigt le fait que les commerçants sont très conscients des enjeux qui se jouent là-dessus. Et sans doute, d'ailleurs, Jean-Marc le dira, ils ont tendance à grossir la menace que représente le e-commerce. Malgré tout, il y a quand même des chiffres qui sont assez frappants qu'on a pu identifier dans l'étude Smart Shopping. C'est qu'en fait, 68% des internautes achètent des vêtements ou des chaussures aussi bien online qu'en magasin. Donc 68%. Or, pourtant, quand on regarde quelle est la part de la clientèle des enseignes d'habillement qui est multicanal, en fait, on se rend compte que cette part de la clientèle est extrêmement faible, la plupart du temps autour de 5-10%. Donc c'est assez préoccupant et c'est un vrai enjeu pour les marchands de pouvoir progresser en conquérant une clientèle multicanal beaucoup plus importante. Deux choses à ce point-là, c'est que bien entendu, ils ont raison de s'inquiéter parce qu'on en est encore une fois au tout début de la digitalisation du parcours d'achat. On en est au tout début de la digitalisation de notre société au sens général, tout confondu, on va dire, même hors commerce. Et on en est au tout début de la digitalisation du parcours d'achat, du customer journey. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, quand on parle de e-commerce, ils ne se sentent pas concernés. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est un monde qui est en dehors de leur propre commerce, alors que non, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. C'est simplement qu'il faut qu'ils accélèrent, eux, sur le e-commerce. Si effectivement certains répondent que 25 à 30% de leur marché va être pris par le e-commerce, eh bien, il faut qu'ils y aillent encore plus vite qu'ils n'y vont. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on tire de l'enquête sur la crise, c'est qu'en fait, une majorité des shoppers trouvent que les distributeurs sont en retard par rapport au monde digital, par rapport au e-commerce et tout ça. Et donc, en fait, je trouve étonnant qu'on prenne ça comme une menace. Au contraire, c'est une opportunité. Il ne faut pas penser qu'on va continuer à faire son chiffre d'affaires uniquement dans le magasin. Il faut raisonner en chiffre d'affaires consolidé. Alors, c'est pas simple, hein, je n'ai pas de solution et on reviendra sur la transversalité tout à l'heure, plutôt que la culture en silo qu'on trouve dans les sociétés, pas seulement chez les distributeurs, mais dans les sociétés en général. Mais en tout cas, de plus en plus, et c'est là où ça m'étonne, c'est que le e-commerce et le commerce physique, ça ne va plus faire qu'un seul. Voilà. Et donc, ce n'est pas une menace, il faut accélérer parce que j'ai 25 à 30% ou 5 à 10% de mon marché qui est effectivement préemptable par le e-commerce. Et ben, à moi d'être fort sur le e-commerce, on est à la croisée des deux mondes. Donc, c'est une opportunité pour moi plus qu'une menace. Encore faut-il qu'ils le vivent comme ça. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour les distributeurs? Je peux t'arrêter 30 secondes. J'ai un chiffre aussi qui est hyper intéressant. Quand on pose la question à un shopper, à lui dire et si demain, tout était disponible sur Internet, y compris pour le food, pour l'alimentaire. Est-ce que vous êtes prêt à vous passer d'aller en SM ou en HM?
14% disent oui, je suis totalement d'accord. Et 43% disent j'achèterai principalement sur Internet et je ferai du complément dans les magasins physiques. Donc clairement, c'est pour ça qu'ils trouvent que le commerce est en retard. Ils sont clairement en attente de solutions globales. Ils n'ont qu'une vision globale. Pour eux, accéder à Carrefour par le téléphone, par la tablette, le fameux shopping sur canapé, qui là aussi va être une progression fulgurante en 2013. Voilà, donc clairement, c'est ce chiffre-là, se dire qu'ils sont prêts dans leur tête à se passer, sachant que les compléments, ce sera vraisemblablement les produits frais. Hein, et on pourra en reparler aussi, un des derniers secteurs, on va dire, protégés par rapport au e-commerce. Ces deux chiffres-là sont assez étonnants puisqu'ils cumulent plus de 50% des gens qui sont prêts à se passer d'aller en magasin. Si le commerce a vraiment besoin de clients, l'avenir, c'est que le client aura peut-être plus forcément besoin de tout du commerce tel qu'il est aujourd'hui. C'est un peu catégorique, mais c'est eux qui le disent. D'accord. Merci Jean-Marc. Alors, je partais donc sur les prochaines étapes, la stratégie envisagée par les distributeurs. Quels sont les next steps pour eux? Eh bien, en gros, il y a deux tendances qui se dégagent et deux points forts. D'une part, l'intensification du Web to Store et de manière plus globale, la fusion de l'offre on et off pour ne présenter qu'une offre globale. Ça, c'est la première tendance qui émerge. Et de tous les items que nous avons évalués, c'est vraiment le premier, le Web to Store, qui arrive en tête. Et puis, nous avons une deuxième tendance très forte, c'est la transformation, la spécialisation du point de vente, avec la théâtralisation du point de vente, avec le développement de services en magasin et tout simplement le fait de favoriser l'expérience en magasin. Ça, ce sont les deux tendances les plus marquantes. Nous avons pu voir que quelques enseignes vont continuer d'étendre leur réseau en ouvrant de nouveaux points de vente. Certains changer leur format. Par ailleurs, des stratégies qui consistent à changer de stratégie d'implantation notamment, à être présent sur des marketplaces où la customisation de produits en point de vente sont en revanche mineures dans les projets des retailers. Là aussi, si on met en regard l'attente du shopper, donc ça c'est la vision du distributeur et elle est en phase avec à peu près avec ce qu'on attend le shopper. C'est-à-dire que clairement, il veut que les mondes se fusionnent. Et je dirais que même si on est ici au sein du digital, hein, pour moi le digital n'est rien s'il n'est pas au service de l'humain. Donc clairement, de l'humain dans le sens proximité, facilité, relation. Et là aussi, on voit qu'il y a la prochaine crise du commerce, c'est cette crise justement de vouloir profiter encore d'aller en magasin, parce que même si j'ai un discours qui est très, pas catastrophiste, mais enfin réaliste, on va dire, avec une petite pointe de poussée quand même de prise de conscience, clairement, la prochaine crise qu'on aura, c'est si les gens veulent aller en magasin, c'est pour être accueillis, pour que les gens soient aimables, pour que les caissières sourient et autres. Et on n'a jamais calculé le retour sur investissement d'un sourire de caissière. Donc, si je prends l'étude crise, par exemple, les gens, c'est un des premiers reproches qu'ils font. Ils disent, moi, la caissière, elle ne me sourit pas. Mais ils sont très tolérants vis-à-vis de ça. Parce qu'ils disent, la caissière, elle est mal traitée socialement, elle est mal payée et qu'on lui fait faire sa pause à 15 heures. Donc ça, le digital, on va dire, sur ce point-là, n'apportera rien. Et sur la même question sur les vendeurs, ils sont impitoyables. Les vendeurs sont incompétents, ils n'y connaissent rien. Et donc clairement, ils sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis du vendeur. Et c'est là où, par exemple, on reviendra dessus, le digital a son vrai rôle. Et donc le digital doit être au service de l'humain, sachant que la priorité des priorités, quand on dit théâtraliser les points de vente, il ne s'agit pas simplement de mettre des PLV, c'est les gens qui font l'effort. Parce qu'ils disent très bien que quand ils vont en magasin, maintenant, ils font l'effort d'aller en magasin. C'est quand même colossal. J'en ai même qui disent, c'est quand même incroyable que ce soit nous qui soyons obligés de dire merci. Je dépense 70 € dans un hypermarché et c'est moi qui suis obligé de dire merci. Et quand je demande à un vendeur, il n'est pas aimable. Donc clairement, c'est cette crise-là où je pense que le digital peut essayer de détendre tout le monde en apportant un vrai discours aux vendeurs avec des outils type MySephora, avec des conseillères. On va vraiment retrouver le rôle. Parce que maintenant, quand un shopper vous dit « je fais l'effort de venir chez vous, donc j'attends à ce que votre canal soit au mieux de ce qu'il m'offre, c'est-à-dire de m'accueillir, de me servir et tout ça, c'est clairement une grosse révolution. Je rentre d'Espagne,
Hein, c'est une crise absolument catastrophique. C'est pour ça que j'hésite pas à dire qu'il faut vraiment être vigilant. On n'y est pas encore, mais franchement, c'est catastrophique. Et bien, vous avez des enseignes qui misent tout sur l'accueil, comme Mercadona, que je vous invite à regarder. Mercadona, c'est 4 mois de formation minimum pour un vendeur. Le leitmotiv, c'est le client, c'est pas le roi, le client, c'est le chef. Les vendeurs sont formés pour aller rencontrer des clients chez eux. Voilà. On n'attend pas le client chez soi, voilà. Et donc, ils ont un objectif, ils sont incentivés là-dessus pour rencontrer minimum 10 clients par an. Voilà. Et donc, ils sont complètement orientés vendeurs et ça fonctionne dans un pays en crise. Deuxième cas, et j'en aurais terminé, Tesco. Profit warning début 2012. On est en train de perdre de l'argent alors que les autres continuent à en gagner. Qu'est-ce qu'on fait? 1,2 milliard d'investissements, dont 8000 embauches de vendeurs dans les magasins. Donc, clairement, et fin 2012, le chiffre était au rendez-vous. Donc, clairement, voilà. Donc, ils ont raison, c'est une intensification du Web to Store, parce qu'encore une fois, le digital, il a quand même ce mérite, c'est que malgré tout, on vient en magasin pour se rassurer, pour faire son complément d'info, et arrêtons de voir le showrooming que comme une menace, c'est aussi une opportunité, à condition qu'on accepte de mettre du Wi-Fi dans ces magasins, etc. Puis, il faut le faire, n'importe comment, si on ne le fait pas, le client passera outre. Et il faut retrouver de la relation, par la théâtralisation, bien entendu, par le service, par l'expérience produite en magasin. Mais là, il manque un point, et ça, c'est le shopper qui le demande. Et le retailer dira oui, mais ça coûte cher. C'est le contact humain. Et a fortiori, avec du digital, c'est encore mieux. Alors, avant de conclure sur ce point, je voulais effectivement mettre en perspective ces résultats obtenus auprès des distributeurs et valider effectivement la cohérence entre l'adéquation entre ce qu'ils disent les distributeurs et ce que nous on voit auprès des consommateurs. Notamment, on a pu dans une étude précédente tester 29 innovations auprès des consommateurs, 29 innovations qui concernent soit le point de vente physique, soit le site marchand. Eh bien, dans les 29 innovations, ce sont celles qui sont en fait cross-canal, qui sont des services qui permettent d'améliorer la fluidité entre le online et offline qui sont les plus appréciés, de même que toutes les innovations qui concernent l'amélioration de l'expérience en point de vente au travers de services et au travers de choses très concrètes. Alors nous poursuivons avec le digital. Le digital en point de vente, comment est-il vu par les enseignes, par les distributeurs? Eh bien, les distributeurs ont 3 éléments, 3 visions claires de ce sujet. Tout d'abord, pour eux, le digital en magasin, c'est avant tout une modernisation logique, évidente, incontournable du point de vente, mais c'est surtout un enrichissement de l'expérience client et un moyen de proposer des services en plus à la clientèle. En revanche, clairement, les enseignes ne considèrent pas que c'est un moyen de se protéger et de combattre le e-commerce. Ce n'est absolument pas l'objet. Donc voilà, ça c'est la première chose. Le digital en magasin, c'est de l'enrichissement. Deuxième idée, c'est éventuellement une source de gain de productivité en point de vente. C'est un outil qui va être au service des équipes. En revanche, ce n'est certainement pas un moyen de faire des économies et de limiter les effectifs en point de vente. Loin de là, en tout cas, ce n'est pas du tout la façon dont les distributeurs voient le digital en magasin. Troisième élément, et qui est sans doute ce qu'on peut retenir de plus intéressant à propos du digital, c'est que ce sont des investissements lourds qui prennent du temps, qui sont engageants, mais avec un ROI qui peut être intéressant, mais qui est incertain. Et je pense que ça, c'est un élément très important à retenir. On le reverra par la suite. Cette notion de benchmark, de repère, de KPI. En fait, les distributeurs aujourd'hui souhaiteraient être éclairés sur le ROI de toutes les solutions et de toutes les stratégies qu'ils pourraient adopter en point de vente. Je pense que ça, c'est un point qu'on peut retenir, spécialement dans le cadre de ce salon, qui s'intéresse à ce sujet. Oui, c'est très intéressant. Ce que je dirais à ce niveau-là, c'est que effectivement, ce ROI à retour immédiat, il est vraiment hyper gênant, quoi. C'est qu'on a oublié de
d'investir dans l'évolution de notre société. Ce n'est pas dans l'évolution du commerce, c'est dans l'évolution de notre société. Sans être trop critique, c'est vrai que la recherche de résultats à tout prix a fait qu'on n'a pas mis assez d'argent de côté, on va dire, comme un foyer traditionnel moderne, pour préparer ce qui nous arrivait. Alors, c'est vrai qu'en face de ça, il y a une inconnue. Ce qu'aiment pas les mathématiciens, hein. C'est-à-dire que jusqu'où tout ça va aller, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, on empile des briques. Moi, j'ai l'impression d'avoir un mur de Lego face à moi. Et puis, du coup, oui, le retour sur immédiat, oui, faire des applis web to store. C'est toujours le même problème. Tant que les distributeurs ne verront pas les clients rentrer avec leur téléphone dans le magasin, ils auront du mal à croire que ça leur attire. C'est un peu comme la première génération d'Internet. C'était un concurrent jusqu'au moment où on a vu que le site de e-commerce faisait venir des gens dans le magasin. Bah là, on est un peu dans cette zone trouble, on va dire. Oui, mais le ROI, encore une fois, c'est le ROI point de vente. Je m'attache peut-être un peu à cette notion de chiffre d'affaires consolidé, mais d'arriver à suivre le digital journey, enfin le customer journey sur l'intégralité, fait que le ROI, bah, s'il n'est pas en magasin, il est en ligne. Donc clairement, il faut raisonner globalement. ROI, retour, c'est une enseigne, elle doit exister online, elle doit exister offline, elle doit être multi-access, et le retour sur investissement, il est global. Il ne faut pas simplement voir les gens qui rentreront dans le magasin. C'est un peu la difficulté qui est actuellement... on est à la croisée des chemins, quoi, c'est clair. Donc ce ROI, il nous gêne. Et encore une fois, si Tesco avait raisonné comme ça, il n'aurait pas embauché 8000 personnes, et 6 mois après, il le voit dans ses chiffres, quoi. Alors là-dessus, Jean-Marc, je suis d'accord sur ton analyse, sur le fait qu'il faut regarder les choses de manière globale. Je pense malgré tout que cette recherche du ROI, en tout cas de la mesure de l'efficacité des dispositifs adoptés en point de vente, est absolument nécessaire. Je pense savoir que pas mal de pilotes et pas mal de tests sont menés et sont parfois abandonnés parce que finalement on n'a pas analysé, on n'a pas véritablement tiré les leçons du pilote qui a été mené, et parfois on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, alors qu'en fait il aurait fallu faire une évaluation constructive pour tirer des enseignements et arriver à une optimisation de l'outil. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une attente des distributeurs, et ils ont raison. Ils ont raison. Oui, on est d'accord, mais c'est un petit peu cet empilage de briques dont je parlais tout à l'heure. Il faudrait pour chaque brique arriver non seulement à mesurer si c'est un mur porteur ou si c'est un mur pas porteur, et quel lien est là avec les autres briques. Donc effectivement, je ne néglige pas du tout qu'il faut des KPI très, très stricts, mais en tout cas, il faut avoir une vision vraiment globale. Alors, justement, à propos de dispositifs en point de vente, d'après les résultats qu'on a pu voir jusqu'ici, les outils les plus répandus en magasin sont les QR codes, l'affichage dynamique et les tablettes à l'usage des vendeurs. Et parmi les solutions que nous avons étudiées, certaines sont véritablement à l'étude, sous le microscope. La technologie ou l'outil le plus étudié aujourd'hui et sur lequel les distributeurs réfléchissent le plus, c'est le NFC. Le deuxième outil, pourtant pas récent, mais très à l'étude aujourd'hui, c'est l'affichage dynamique. Et enfin, le troisième outil, c'est la tablette à l'usage des clients. Ces trois outils sont les plus envisagés et à l'étude chez les distributeurs. Et ils ont raison, QR code, bon, on sait que c'est un code plus que bon, le NFC, ce débat NFC QR code est intéressant. Ce que je trouve dommage dans le NFC, c'est que finalement tout le discours qu'il y a sur le paiement par NFC masque toutes les qualités du NFC. C'est-à-dire que quand on parle NFC, on parle que paiement sans contact, alors qu'en fait on sait que ce sera beaucoup plus long à arriver si ça arrive un jour. Alors qu'en fait il y a des opportunités formidables. Si on prend la carte de fidélisation de SoWest par exemple, qui est NFC, c'est vraiment demain, il vaudrait mieux mettre la priorité sur le NFC, sur les loyalty, les cartes de loyalty programme par exemple, pour arriver à checker à l'entrée du magasin et avoir vraiment faire un outil relationnel. Et c'est un peu comme je disais tout à l'heure, là, mais pour le NFC, c'est à force de parler que de paiement avec le NFC, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est un outil formidable de relations clients et de connaissances mutuelles. Le client connaît le distributeur et le distributeur connaît le client, avec cette petite puce qui, si on la check à l'entrée du magasin ou si on inscrit le numéro quand on est sur Internet, permet d'avoir une trace dans l'historique et d'être en push, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Bon, l'affichage dynamique, bien entendu, oui, si c'est dans le parcours. Tablette à l'usage des vendeurs. Alors
On comprend qu'il faut effectivement être vigilant sur les problèmes que peuvent apporter de tenir une tablette entre les mains pendant toute la journée. Mais on voit que malheureusement, tout le monde demande des tablettes en magasin. Et actuellement, on voit certaines enseignes qui sont obligées de les retirer parce que soi-disant, ça donne des troubles musculo-tendineux. Donc là, il va falloir aussi que les mentalités évoluent parce que clairement, comme on disait tout à l'heure, tablette à disposition des vendeurs, c'est la connaissance de l'historique client, c'est avoir un discours objectif, c'est-à-dire que quand on a une tablette en interface entre un vendeur et un shopper, le discours est objectif. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant et espérons que ça va se généraliser. Donc c'est très bien que les retailers investissent dans ce point. Alors tout à fait, tu as raison de mentionner le fait que le NFC est une technologie qui est surtout aujourd'hui médiatisée pour les solutions de paiement à distance. C'est vrai que alors nous, chez Ginger, on a eu l'occasion notamment de travailler avec Orange sur le déploiement du NFC et sur les avantages du NFC dans le cadre du parcours consommateur. Et on voit vraiment que les plus gros potentiels se trouvent dans l'accompagnement du consommateur en point de vente, par exemple pour pouvoir obtenir des offres encore plus personnalisées qui correspondent à son profil, pour avoir de l'information produit supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages avant, en effet, l'étape du paiement sans contact. Simplement, il faut l'expliquer. C'est-à-dire que c'est quand même fou parce que on a beaucoup de choses NFC depuis le pass Navigo, mais finalement, ou si je prends, mais ça revient un peu au paiement, mais les banques maintenant donnent des cartes NFC et n'expliquent pas comment ça marche. Les téléphones, moi j'ai acheté une marque X avec un modèle Y qui est NFC, jamais on m'a expliqué comment ça marchait. Donc il faut de la pédagogie. Et je trouve que c'est là où je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'à force de parler de paiement, bah déjà on pense que ça sert qu'à payer, alors que non, ça sert à bien d'autres choses. Et il faut l'expliquer, faire de la pédagogie sur ce fabuleux système. Quand on voit un des systèmes qui a été primé au niveau européen là, de Sync & Go, où on peut interagir avec un film vidéo, c'est-à-dire que l'affichage dynamique, le NFC ne sera pas seulement sur l'affichage type Pricer, l'affichage dynamique, mais sera aussi possible sur l'affichage dynamique et sur les écrans en magasin. Donc clairement, il faut revaloriser ce côté-là du NFC. C'est l'avenir. Alors, parlons cross-canal, quand même. C'est un peu le cœur des enjeux aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui du cross-canal et notamment, est-ce que l'entreprise, le distributeur est préparé pour ce challenge? Eh bien, tout d'abord, on a pu voir que environ la moitié des distributeurs sont activement en train de réfléchir encore à la stratégie cross-canal, tandis que d'autres sont déjà en cours d'implémentation. Et alors, justement, à propos d'implémentation, où en sont-ils? Nous avons analysé 4 modalités, 4 étapes à franchir dans la réflexion et l'implémentation de sa stratégie cross-canal. Réfléchir sur les technologies, réfléchir sur les partenaires et les prestataires pour accompagner ces projets. Ensuite, mener des pilotes et des tests. Et enfin, passer à l'étape de la généralisation. Et on a pu voir que, grosso modo, tous les distributeurs en sont à soit ils ont déjà fait leur choix technologique, soit ou le choix de leur prestataire, ou éventuellement c'est en cours. En tout cas, il n'y en a pas qui ont mis de côté ce sujet. Ils sont déjà dans